Bonsoir, merci de regarder l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Et ce samedi, nous recevons le délégué régional de la santé publique pour le littoral. Et avec lui, nous allons évoquer la campagne de vaccination en cours en ce moment dans notre pays contre le coronavirus. Également, la situation épidémiologique de notre pays au moment où on parle d'un nouveau variant, le variant Delta, en circulation au Cameroun. D'autres questions liées aux mesures à prendre avant le début de la rentrée scolaire prévue dans quelques jours seront posées à notre invité, Dr Mambo, qui est avec nous ce soir. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Docteur Mambo, puisqu'il s'agit bien de vous, parlant de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, pouvez-vous nous faire un point sur la situation épidémiologique nationale actuelle? Merci de me donner l'opportunité de communiquer une fois de plus sur la pandémie qui nous dérange depuis plus d'un an et demi au Cameroun. Rendu à ce jour, nous avons enregistré 82 454 cas positifs au virus corona et nous avons pu obtenir 80 920 guérisons, c'est-à-dire à peu près 98% de ces cas-là. Nous avons actuellement à ce jour 196 cas qui sont actifs, soit un taux de 0,24. Et puis nous avons pu enregistrer entre-temps malheureusement 1338 cas de décès pour un taux d'à peu près 1,6% au niveau national. Et pour ce qui est de la région du littoral? Au niveau de la région du littoral, nous avons eu 25 429 cas positifs avec 24 784 cas de guérison, soit un taux approximatif aussi de 98% à peu près comme ça se voit au niveau national. Et nous avons une quarantaine de cas, 86 cas actifs, soit un taux toujours voisin de celui du niveau central à 0,3%. Et nous avons eu 387 décès, soit un taux de 1,52, des chiffres qui sont assez voisins de l'image que nous avons au niveau central. J'ai envie de vous dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de ces chiffres autour du coronavirus. Mais pourquoi le ministère de la Santé publique a arrêté de communiquer autour de cette maladie, notamment en faisant le point de la situation épidémiologique, comme c'était le cas au départ, au tout début de la maladie? Il faudrait dire que je pourrais répondre à deux niveaux. La première chose que je voudrais dire par rapport aux chiffres qui ne sont plus publiés comme tout le monde l'attend, parce que c'est pas, ils sont publiés, mais pas juste comme tout le monde l'attendait tous les jours dans les médias officiels et tout. Mais les chiffres continuent à être publiés de façon constante. Les chiffres que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui sont par exemple les chiffres qui sont publiés dans le CITREP, c'est-à-dire le Situation Report de la pandémie, qui est publié partout où le besoin se fait. Et avec les supports de publication qui vont avec. Maintenant, la deuxième partie, le deuxième aspect de ma réponse touche un peu l'accompagnement que nous attendons aussi de tous ceux qui sont censés s'impliquer dans la lutte, notamment les médias, que ce soit les médias traditionnels ou encore les nouveaux médias, réseaux sociaux et tout le reste, parce que nous ressentons quand même qu'il n'y a pas un certain accompagnement. La pandémie du corona, c'est une guerre. On est face à un ennemi qui est invisible et ça interpelle tout Camerounais et tout le monde. Nous avons beaucoup d'activités que nous sommes en train de mener en termes de communication, mais il n'est pas toujours aisé de pouvoir tout communiquer parce que la participation de tout le monde n'est pas toujours effective. Au niveau de la région du littoral, nous avons conçu des spots, nous avons conçu des messages qui peuvent passer dans les radios, dans les télévisions par exemple, sous la coordination de Monsieur le ministre de la Santé publique, avec l'accompagnement de Monsieur le gouverneur de la région. Mais nous n'avons pas l'accompagnement des médias. Nous n'avons pas l'accompagnement des médias. Vous auriez eu beaucoup d'informations si cela pouvait se faire. Mais nous continuons à travailler dans ce sens-là et nous espérons vraiment que les médias vont sentir ce côté citoyen qui appelle tout Camerounais à contribuer à sa façon à lutter contre le corona pour protéger les populations de notre pays. Vous avez toujours eu l'accompagnement de Canal 2, à la preuve, vous êtes sur nos antennes et vous parlez bien de cette maladie, monsieur le délégué. De même, l'on observe que les campagnes de sensibilisation contre cette maladie, au-delà de la communication autour de la maladie, les campagnes de sensibilisation qui se faisaient auparavant sur le terrain ont disparu, littéralement. Qu'est-ce qui peut expliquer
Je ne vais pas dire qu'elles ont disparu, elles ont pris une autre forme. Parce que l'activité de lutte contre le corona, même si la crise continue à être effective, commence à rentrer dans les activités qui vont être pérennes et normales dans le système de santé. Donc, dans chaque région et dans chaque district de santé, nous nous organisons de telle sorte que tout responsable puisse continuer les activités à son niveau. Nous avons d'ailleurs tenu une réunion au niveau de la région littorale hier pour un peu redynamiser ces activités, ces différentes activités-là, pour faire le point par rapport à ce qui est fait au niveau des districts de santé. Et il faut dire que ces activités continuent à se mener, mais c'est de proche en proche. Et puis vous n'allez pas toujours voir des grosses campagnes qui sont faites, mais il y a une activité de sensibilisation qui fait corps avec le système de santé d'habitude. Des activités un peu timides quand même, non, docteur Mambo? Non, pas vraiment. C'est juste que la différence entre la sensibilisation qui se fait tous les jours et la sensibilisation en termes de campagne, c'est assez différent. Parce qu'en termes de campagne, vous avez beaucoup de bruit qui se fait. Vous avez des communications qui se font avant cela et tout. Mais maintenant, la sensibilisation qui est en continu, elle se fait avec nos relais communautaires qui sont sur le terrain tous les jours et qui ont leurs canaux avec l'engagement des différents leaders qui sont touchés tout le temps et dont nous essayons d'évaluer l'impact de leur activité sur le terrain. Donc c'est beaucoup plus cet aspect. Mais ces communications et ces campagnes, j'insiste sur le mot, oui, un peu timides, laissent plutôt le sentiment à l'opinion que le coronavirus est fini. D'ailleurs, on en entend beaucoup le dire dans la rue, malheureusement. Vous avez ce même sentiment également? Il sera facile, peut-être pour certaines personnes, de le penser. Effectivement que peut-être on communique moins, mais en réalité, comme je venais de vous le dire, nous continuons à essayer de communiquer. Maintenant, c'est vrai, la population a besoin, à travers certains canaux, d'être touchée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas faute d'essayer. Mais maintenant, on se dit, avec cette opportunité que nous avons aujourd'hui, de pouvoir nous exprimer, que nous aurons un peu plus l'accompagnement. Parce que pour une guerre, chacun apporte ce qu'il a. Et les médias, ce n'est pas seulement une émission comme celle-ci ou bien des informations sur les chiffres généraux, mais c'est aussi nous aider à passer les messages qui permettent de maintenir la population assez éveillée. Maintenant, quel est l'impact que la sensibilisation de proche en proche aura à côté d'un impact d'une sensibilisation de masse qui va toucher le maximum de personnes et aller même au-delà de nos frontières nationales? Ça, c'est évident qu'elle aura un impact, mais l'impact sera un peu moindre. Alors, nous voulons bien mélanger tous les effets, aussi bien l'effet de cette sensibilisation de proche en proche et aussi l'effet de la sensibilisation à travers aussi bien les médias traditionnels que les nouveaux médias. Conséquence de tout ce que nous évoquions tout à l'heure, on constate ou on observe un relâchement total en termes de respect des mesures barrières au sein de la population. Beaucoup de gens ne portent plus de masques et même les pouvoirs publics qui sont supposés montrer l'exemple en matière de respect des mesures barrières semblent avoir tout délaissé. Je vous prends un exemple simple. Vous allez dans des administrations publiques, pour le cas de Douala notamment, il n'existe plus de point de lavage des mains. Les masques ne sont plus exigés pour accéder au bureau. Est-ce que dans un tel environnement, finalement, on n'a pas le sentiment que ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont tout délaissé et qui laissent croire au peuple lui-même que, écoutez, le Covid est fini, on peut retourner à une vie normale comme avant? Je ne pourrais pas faire les déclarations que vous êtes en train de faire en ce moment. Ce que je vais dire, et je prends pour exemple mon propre service et les services de santé en général que nous sommes en train d'engager un peu plus et comme exemple par rapport à cette pandémie, et aussi un nombre d'entreprises et d'autres de services même dans lesquels nous travaillons régulièrement, que nous continuons à préconiser et à demander que ce soit effectif, le port des masques et puis le lavage des mains. Maintenant, par rapport au relâchement, parce que le relâchement, il est là, on ne peut pas le nier. Par rapport au relâchement, je ne dirais pas comme vous qu'il est récent. Le relâchement, il est vieux d'un an. C'est depuis le mois de septembre, août-septembre de l'année passée qu'il y a un relâchement. Et à ce moment, il y avait des campagnes de sensibilisation, comme vous dites. Il y avait des messages sur la situation épidémiologique, comme vous dites, mais ça n'a pas empêché la population de continuer à se relâcher. Donc, il y a un certain effet de masse
et aussi négatif de certaines communications qui passent par certains canaux que nous connaissons, que ce soit les canaux normaux, traditionnels des médias, que ce soit les canaux des médias, des réseaux sociaux et des médias nouveaux, qui ont un certain impact sur la population. Et ça crée cette petite chaîne de ce que j'appelle le Congossa, que tout le monde entretient et qui a un impact progressif sur la population. Et ce n'est pas évident de se dire qu'aujourd'hui, parce que on a l'impression d'observer certaines choses dans les administrations, c'est ce qui a l'impact. Non, en fait, cet impact vient du fait que nous avons des gens qui se sont donnés pour rôle de désinformer la population. Et ils travaillent depuis plus d'1 an. Nous, on a l'avantage où on a la possibilité d'être dans le système et de pouvoir gérer toutes ces choses, de voir d'où viennent les difficultés pour savoir comment les contourner. Et on peut vous dire que cela a un certain impact dans les populations. Et surtout dans la région du littoral en particulier, où effectivement nous avons des efforts supplémentaires à faire chaque fois pour arriver à un résultat où dans d'autres régions, les efforts sont un peu moindres. Parce que nous savons que cela est un problème vraiment qu'il faut gérer. Et c'est pour ça que dans la région du littoral, nous nous débrouillons à communiquer au maximum. Et justement, cette négligence et ce relâchement dont nous parlions tout à l'heure ne se trouve pas être très dangereux dans un contexte où on nous parle effectivement de l'arrivée d'un nouveau variant, le fameux variant Delta au Cameroun, Dr Mambou. Effectivement, dans le contexte actuel, et même depuis 1 an, comme je le dis, cela a toujours été un problème. Vous avez vu, en septembre, il y a eu relâchement et en janvier, on a eu un pic. Donc aujourd'hui, il y a un relâchement qui continue à s'accentuer. Et puis, il y a des variants qui circulent, des variants qui facilement augmentent la capacité, la transmissibilité, qui augmentent le fait d'avoir des symptômes cliniques plus graves et des formes cliniques plus graves. Donc, ça veut dire qu'il y a un plus gros danger à ce qu'ils soient en train de circuler. Il faut effectivement renforcer toutes ces mesures. Mais il ne me semble pas avoir entendu le ministère de la Santé publique faire une communication particulière sur la question, peut-être en termes de mesures barrières, parce qu'on parle quand même d'un variant, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui semble être plus mortel et tout. Mais que fait le ministère de la Santé publique? On fonctionne toujours comme si de rien n'était? Mais non, le ministère de la Santé publique a commencé à communiquer à propos de ce variant et en même temps à renforcer les mesures qui visent à essayer de bloquer le chemin à ce variant dans notre population et à essayer de prendre en charge le plus tôt possible les cas qui pourraient être détectés. Donc, en matière de variant Delta, oui. Dr Mambou, de quoi s'agit-il variant Delta? On entend variant Delta, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quoi, effectivement? Comment est-ce qu'il se comporte? On dit de lui qu'il est très mortel, très contagieux et tout. Oui, c'est l'apanage des virus de muter, de changer un peu en fonction des environnements, en fonction d'un nombre de critères et tout le reste. Donc c'est de cette façon-là que le virus Corona a eu à muter, est en train de muter au fur et à mesure. Donc nous avons des variants qui sont... Et la particularité, c'est que les variants que nous avons aujourd'hui, le Delta qui est en train d'arriver, qui est... Nous en avons combien déjà au Cameroun? Combien de variants? Nous avons le Alpha, le Beta et le Delta. Donc le variant anglais, le variant sud-africain qui sont dans le pays depuis le mois de janvier. Et puis le variant Delta, le variant indien qui est là depuis le mois passé parce que la surveillance virologique assurée par le Centre Pasteur, ils nous ont fait état de ce que ce variant effectivement est déjà en circulation dans les villes de Douala et de Yaoundé. Il y a ce jour combien de cas de personnes souffrant de 14 cas ont été déclarés pour l'instant, à savoir 13 à Yaoundé et 1 à Douala. Mais vu le relâchement dont vous avez parlé tout à l'heure, il ne serait pas étonnant que nous en ayons plus qui soient en train de circuler déjà dans la population et ce qui appelle effectivement à resserrer un peu les actions au niveau de notre riposte. Et comme je le disais, ces nouvelles souches de virus sont des souches qui sont plus facilement transmissibles, qui amènent une symptomatologie nettement différente et donc
un peu plus dangereuses, qui ont un effet plus grave et qui peuvent facilement amener vers un décès. Donc ça veut dire que la menace, elle est là, elle est un peu plus importante et c'est pour cela que le ministère de la Santé a accentué un certain nombre d'activités qui tournent pour les premières autour de la vaccination, de la surveillance et de la communication. La communication qu'on est en train de relancer et revoir pour pouvoir améliorer un peu la compréhension de la population et l'adhésion à toutes ces mesures. En matière de vaccination, monsieur le délégué, si nous faisions une évaluation de la campagne en cours en ce moment dans notre pays, on ne la sent pas beaucoup, hein, cette campagne de vaccination-là, elle est très timide, une fois encore, on utilise le mot. Avez-vous des chiffres, effectivement, sur le point, à ce jour, de cette campagne de vaccination à travers le pays et peut-être spécifiquement pour la région du littoral? Avant de parler des chiffres, je vais encore une fois de plus faire la remarque que je faisais tout à l'heure. Vous savez, cela dépend de la position qu'on a. Parce que vous ne la sentez peut-être pas, moi je la sens trop. Je la sens trop parce que nous avons des sollicitations. En tant que citoyen, je n'ai jamais été approché par une équipe, par exemple, hein, qui me propose de me faire vacciner. Alors il faut absolument se rendre dans un centre de santé pour se faire vacciner. Encore qu'il faut savoir quels sont les centres de santé en question. Là, je parle d'une petite enquête que nous avons menée il y a quelques jours sur la question et beaucoup ne semblaient même pas être au courant de ce qu'il y a une campagne de vaccination contre le Covid en cours. Les informations ont été diffusées plusieurs fois dans les médias à propos de la méthode qui est utilisée pour la vaccination sur le plan national et même sur le plan régional. Les sites ont été choisis, ils ont été communiquer aussi. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que du côté où les gens se retrouvent, le relâchement a entraîné qu'ils se sentent désintéressés. Peut-être c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, mais ce que je sais, c'est que nous sommes interpellés à tous les niveaux, que ce soit les entreprises et même les établissements scolaires, malgré que nous soyons en congé. Nous sommes interpellés par des individus qui veulent se faire vacciner et que nous faisons vacciner très régulièrement. Il y a eu une certaine réticence par rapport encore à ces informations, c'est des informations qui circulent dans les réseaux sociaux sur le Sinopharm et sur l'AstraZeneca, qui a ralenti un peu la vaccination dans la région du littoral. Mais depuis l'arrivée du Johnson & Johnson, ça a rebondi parce que les gens se sont dit, bon, au moins celui-là, il n'est pas trop contesté et tout le reste. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petits facteurs qui entraînent cette apparence qui n'est pas tout à fait la réalité sur le terrain. Les chiffres en eux-mêmes nous disent qu'au niveau national, 403 000 doses ont déjà été inoculées aux Camerounais et pour 62 000 pour le personnel de santé. Et ce qui veut dire à peu près 332 000 Camerounais ont déjà été vaccinés pour 45 000 personnels de santé. Au niveau de la région du littoral, 30 737 doses ont déjà été inoculées pour 6 704 doses pour le personnel de santé, soit 22 289 personnes vaccinées pour 4 616 personnels de santé vaccinés. Donc, ça nous donne un pourcentage pour les personnels de santé qui avoisine déjà les 60%. Donc, tout de suite, ça veut dire que quelque part, le travail se fait, mais peut-être... Mais ces chiffres restent insignifiants quand même, non, monsieur le délégué? Ils ne sont pas insignifiants. En regardant la population, c'est-à-dire que vous avez une population nombreuse, vous parlez de 400 000 personnes, par exemple, qui se sont fait vacciner pour le cas de la région du littoral, avec une population évaluée à 2 millions de personnes. Ça reste insignifiant. Ils ne sont pas insignifiants dans la mesure où c'est un travail qui se fait progressivement. Et c'est pour cela justement que ça ne se fait pas dans le cadre des campagnes fermées d'une semaine ou de 2 semaines, que ça se fait sur une période. Même pour les maladies comme le BCG, la polio et tout le reste qu'on vaccine régulièrement, c'est progressivement. Et vous allez voir, si vous entrez dans les chiffres BCG, polio et tout le reste, qu'il y a des jours où on vaccine 2 personnes, 1 personne, 3 personnes. Mais progressivement, le travail se fait et sans relâchement. Le système de santé a une méthode d'avancée de la chenille. Il faut gagner du terrain
être sûr que le terrain qu'on a gagné, on ne le perdra pas. Et il faut y aller progressivement. Et c'est pour cela que je le disais tout à l'heure, l'action autour de la communication est en train d'être revue parce qu'il y a beaucoup de freins par rapport à cela, parce qu'il faut à tout prix que nous trouvions le meilleur moyen de toucher les Camerounais pour les faire adhérer. Et comme je le disais, ce n'est pas faute d'essayer un nombre de choses, mais c'est juste parce qu'il faut quand même qu'on ait le temps de pouvoir mettre toute la machine en route. Quid de la campagne de vaccination porte à porte qui a été annoncée à un moment par le ministre de la Santé? Qu'en est-il? Il est difficile pour les vaccinations à injection de faire des vaccinations porte à porte. On fait des vaccinations dans les sites sécurisés, que sont les formations sanitaires. Et ensuite, on peut faire des vaccinations dans des sites qui sont aussi sécurisés, mais qui ne sont pas des formations sanitaires, mais qui sont pris au préalable pour cela, qu'on appelle des stratégies mobiles. Donc, une équipe peut se déplacer, arriver par exemple dans un établissement scolaire qui est proche de la population, une population qui est un peu éloignée du centre de santé ou de la formation sanitaire. Elle s'y installe, met les mesures de sécurité minimales et puis vaccine et rentre à la formation sanitaire. Et puis trouve les moyens de pouvoir suivre ces populations qui ont été vaccinées. Vous avez parlé tout à l'heure des médecins, des personnels de santé. Voilà, oui. Personnel de santé. Est-ce que l'on s'achemine vers une vaccination obligatoire pour ces personnels de santé, Dr Mambo? Est-ce que l'hypothèse est envisagée? Merci de me permettre de communiquer à ce propos parce que beaucoup de choses ont été dites à ce niveau-là. La vaccination, comme toutes les prestations de soins, est complètement volontaire. Ça veut dire qu'en tant que médecin que je suis, vous pouvez venir en consultation chez moi, c'est vous qui avez choisi de venir chez moi. Je peux vous faire une prescription et vous décidez de ne pas suivre mon traitement. Vous en avez le droit. Maintenant, quand vous suivez mon traitement, il faut le suivre entièrement, sinon ce n'est plus mon traitement que vous êtes en train de suivre. Donc, la vaccination obéit exactement à ce même principe-là, au principe de choix du patient de suivre une prestation ou pas. Maintenant, par rapport à la situation, dans une pandémie où nous sommes, il est pour nous, personnels de santé, un devoir d'amener le maximum de personnes à se soigner. Nous savons les personnes qui sont les plus exposées, parce que quelqu'un viendra avec son mal au pied, et pourtant il a aussi le virus, qui lui ne se manifeste pas. La personne qui va s'occuper de son mal de pied a toutes les chances de prendre le virus et peut-être d'aller en mourir parce qu'elle est peut-être diabétique ou vulnérable d'une façon ou d'une autre. Alors nous avons le devoir d'amener tout le monde à comprendre le risque qu'il court, à essayer de l'amener à changer d'attitude ou alors à adopter la bonne attitude qui est celle de se protéger. Le gouvernement de la République du Cameroun a justement pris cette option à travers la résolution de M. le Président de la République de prioriser d'abord la vaccination de tout le personnel de santé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas du tout la prétention d'obliger les gens à se vacciner. Personnel de santé fût-il, mais nous avons l'obligation d'amener, d'essayer de convaincre, de faire comprendre toute cette population et surtout ce personnel de santé l'intérêt de se vacciner. Et c'est très important parce qu'il y a eu des fausses rumeurs par rapport à cela. Oui, effectivement, une note attribuée à un hôpital de Douala et peut-être une autre attribuée à un hôpital de Yaoundé qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux faisant état de la mise en congé du personnel de santé qui refuserait de se faire vacciner. De quoi s'agit-il exactement? Mais on est là en plein dans l'obligation, non? Il est difficile pour moi de répondre aux questions qui devraient être adressées aux personnes qui ont signé ces notes. Parce que eux seuls savent les l'hôpital de Douala est concerné, monsieur le délégué régional de la santé. Oui, donc, je le sais très bien. Vous êtes au fait, naturellement. Je le sais très bien et ma réponse est très bien mesurée. Donc, elle est calquée à la question que vous êtes en train de poser. Je suis en train de dire que cette question, normalement, devait être posée à la personne qui a signé cette note. Bien que cette personne indexe sa hiérarchie, il faudrait savoir comment est-ce que sa hiérarchie a été indexée, plutôt
a eu à donner cet ordre-là sans même être au courant de cet ordre. Donc, il y a des erreurs qui se commettent même dans l'administration. Moi, j'ai pris cette note comme une erreur de la part de ce médecin-chef-là parce que nous avons demandé d'encourager le personnel de santé, spécialement à se vacciner, de profiter des campagnes d'intensification, comme celle de la dernière fois, pour encourager le maximum de personnel, parce que ça encouragera encore mieux la population à se vacciner. Et d'ailleurs, cela a été, c'est pour ça que nous avons obtenu les chiffres que nous avons obtenus, parce qu'effectivement cela a été fait. Mais jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnels de santé ne sont pas vaccinés. Et cette campagne est passée. Vous rassurez de ceux qui ne seront pas mis en congé? Non, ça fait plusieurs semaines. Aucun n'a jamais été inquiété. Si cela était le cas, ils seraient déjà inquiétés. On n'a pas besoin de plusieurs semaines pour mettre les gens en congé. Donc, il faut savoir un peu faire la part des choses avec des petites erreurs que la population, justement, aime amplifier. Monsieur le délégué, nous sommes rendus à quelques jours de la rentrée scolaire. Et on le sait tous, les écoles sont des lieux de forte concentration humaine où le virus est susceptible de circuler de façon très simple et très facile d'ailleurs. Et dans quelques jours, les enfants reprendront le chemin de l'école. Là encore une fois, vous m'excusez de cogner encore sur vous, on ne voit pas beaucoup le ministère de la Santé publique. Que fait le ministère de la Santé publique? Est-ce que vous attendez le jour de la rentrée pour prodiguer des conseils aux enfants, parents, établissements scolaires, ou alors vous le faites déjà et que personne ne voit? J'aime bien que vous nous cogniez, même si c'est gratuit, même si c'est parfois à tort. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que toute action a une procédure. Le process pour nous occuper des établissements scolaires ne commence pas par les médias, ne commence pas dans les rues, ne commence pas par les parents. Ça commence par les administrations concernées, à savoir le MINESEC, le MINEDUB et l'enseignement supérieur. Donc, c'est à ce niveau que nous devons travailler, que nous sommes en train de travailler déjà avec la coordination de l'autorité administrative locale et même au niveau national aussi, avec la coordination de la task force et du Premier ministère. Ce travail est en train d'être fait en collaboration avec les ministères concernés. Parce qu'il faut d'abord toucher ces responsables-là, au niveau régional par exemple, le délégué régional du MINESEC, le délégué régional du MINEDUB, qui sont en train d'être touchés en ce moment, avec qui nous travaillons sur les mesures à prendre au niveau des établissements, parce qu'il y a des mesures à prendre, il y a même un renforcement à faire, et nous avons profité justement de l'arrêt des classes pour pouvoir mieux travailler le nouveau système de suivi. Et ce système ne sera pas seulement au niveau des établissements, parce que nous sommes en train de faire le même système au niveau de toute autre organisation, comme les entreprises. Donc ne soyez pas surpris que nous venions à Canal 2, par exemple, pour inspecter un nombre de choses et puis pour vous encourager à améliorer le dispositif que je suis sûr vous avez déjà mis sur pied. C'est un peu un travail que nous sommes en train de réorienter et d'intensifier. On termine avec cette question, M. Degué, en quelques secondes vraiment. Le Cameroun accueille dans quelques mois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un rendez-vous historique pour notre pays. Mais si rien n'est fait, comme on semble l'observer en ce moment, est-ce qu'on ne risque pas de gâcher la belle fête du football avec le Covid-19? L'impression que j'ai au fur et à mesure que nous sommes en train de converser, c'est que certains messages peut-être ne sont pas bien perçus. Parce que vous continuez à dire rien. Je viens de vous garantir, je viens de vous expliquer le nombre de choses qui sont en train d'être faites. Et maintenant, il faut savoir que pendant que les choses se font, il y a certaines qui sont publiques et puis à un certain niveau de l'évolution des actions, ça devient vraiment à la portée de tout le monde. Les actions sont menées à tous les niveaux. Au niveau central, par Monsieur le ministre et toute son équipe à Yaoundé, au niveau régional, en continuité des actions que Monsieur le ministre est en train de mener à Yaoundé, par moi-même et toute l'équipe régionale et les districts de santé. Je vous ai parlé d'une réunion par exemple hier, où tout le monde est en train de repartir sur le terrain avec de nouveaux instruments, avec une nouvelle dynamique pour intensifier encore ces actions-là. Je vous ai parlé du travail que nous sommes en train de faire avec le MINESEC et le MINEDUB. Donc tout ce travail-là vise à mettre sur pied un système qui pourra faire aussi bien la prise en charge intra-hospitalière et extra-hospitalière, surtout extra-hospitalière qui va beaucoup plus intéresser l'événement qu'est la CAN,
et qui est en train d'être organisé même au niveau national. Donc tout cela est en train d'être fait et nous pensons, nous sommes confiants. Nous pensons que la fête sera belle parce que le côté santé va assurer ce qu'il a assuré, comme nous l'avons fait lors du Chan, mais encore mieux. Parce que justement, nous avons... Après le Chan nous a parlé d'un pic de contamination quand même. Le pic a été observé pendant le Chan, pas après. Pendant le Chan. Et vous savez, la vraie explication de ce pic, c'est que juste avant le Chan, la diminution de testing avait été observée. Donc si vous testez, vous voyez les positifs. Si vous ne testez pas, vous ne voyez pas les positifs. Donc le Chan a été une opportunité pour nous pour connaître la réalité de ce qu'il y avait dans notre population. Ce n'est pas le Chan qui a créé cela. Merci pour ces clarifications. Merci, Dr Mambo, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.